L'extradition de Damiba fait peur à Alassane Dramane Ouattara à cause des secrets. Regardons la vidéo. J'ai dit, qu'est-ce que certains Ivoiriens veulent nous faire, veulent nous faire croire après que le président du Conseil, le président de paix, dans un pays de paix, a décidé d'extrader un élément qui a voulu troubler la paix d'un autre État. Le Togo s'est montré exemplaire, le président du Conseil s'est montré exemplaire, un homme de paix, un homme de réconciliation, un homme qui fait la paix partout en Afrique et même dans le monde. Je ne sais pas ce que certains Ivoiriens reprochent à ce monsieur en faisant croire au monde entier que le président du Conseil, son Excellence M. Faure, est un président dangereux. Un président dangereux qui a quand même hébergé, nourri, qui a protégé avec la sécurité de notre pays, le Togo, un monsieur qui a fait un coup d'État. Mais durant toutes ces années, personne n'en parlait. Du moment où les preuves sont contre lui, le Togo étant un État souverain, respectant les accords internationaux et les principes de droit international, ne pouvait pas continuer à garder ce monsieur sur le sol togolais. Il n'y a rien à prouver. Le Togo n'a fait qu'appliquer le droit international. Le Togo n'a fait que respecter le droit international en se libérant d'un feu qui pouvait à un moment brûler le Togo ou encore le président du Conseil lui-même. Le président du Conseil est un président de la chance pour l'Afrique, un président sage. Il n'a pas besoin des conseils des Ivoiriens. Il n'a pas besoin des conseils de Makosso avant de prendre des décisions. Le Togo ne mendie pas son entrée dans l'AES. Le Togo ne fait que respecter le droit international. Et quiconque parle du droit international parle d'un dirigeant qui respecte la paix, qui aime la paix et qui veut la paix pour l'Afrique et pour le monde. Le Togo n'est pas aujourd'hui un État, c'est une puissance. Si vous le voulez ou pas, le président du Conseil a fait de Togo un État le plus puissant de l'Afrique. Que vous le voulez ou pas, le Togo aujourd'hui est un carrefour de toutes les négociations, est un carrefour de toutes les décisions. Que vous le voulez ou pas, le président du Conseil reste et demeure le président le plus sage, le président de la réconciliation, le président de la paix. Oui, monsieur Damiba est un ancien président, certes, mais son immunité pouvait être relevée ou levée du moment où lui-même il a commencé à ne pas savoir sa place, à ne pas reconnaître sa place. Si c'est qu'il était resté calme, pourquoi le Bénin ne l'a pas reçu? Pourquoi d'autres pays de la sous-région ne l'ont pas reçu? Pourquoi c'est au Togo? Pourquoi c'est le président togolais qui lui a reçu? Vous devez vous poser des questions. Parce que le président togolais est un président de paix. Parce que le Togo est une terre de paix. Et nous acceptons tout le monde parce que nous voulons la paix sur le sol africain. Aujourd'hui, les preuves sont contre lui. Il n'a pas pu se défendre devant la cour d'appel. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Le président du Conseil n'avait que le choix, c'est-à-dire la justice togolaise n'avait que d'autres choix que de lui rapatrier. On ne peut rien faire dans cette histoire. Le Togo a su protéger, il lui a protégé, il lui a défendu, mais arrivé à un niveau donné, on ne pouvait plus rien. Et ici, on ne parle pas d'un individu. On parle de la sécurité nationale d'un État souverain. Une seule personne. Vous-même imaginez qu'on dise que Damiba est au Togo et qu'il a commandité un coup d'État ou encore une déstabilisation au Burkina Faso. On va prendre le président du Conseil pour complice. On va prendre le Togo pour complice. Le Togo n'a jamais été une base arrière pour une déstabilisation de quoi que ce soit. Et il n'en sera jamais. Le président du Conseil n'a jamais été mêlé dans une histoire louche et ne sera jamais aujourd'hui. Nous, les fils dignes de la République, nous serons là pour dire la vérité. Ces petits voyous ivoiriens qui veulent nous faire croire que notre président est un président dangereux, qu'ils aillent demander à leur président Alassane Ouattara le nombre de personnes qu'il a fini avec avant de rester là où il est. Le nombre de fois qu'il a tenté à déstabiliser les États, certains États de la sous-région qui ne sont pas du même avis que lui.
Aujourd'hui, il ne faut pas que les gens viennent nous raconter des bobards. Nous connaissons le droit international, nous connaissons la géopolitique. Vive le président du Conseil, vive le Togo, et vive la paix, vive le Burkina Faso, vive la révolution burkinabèse, vive le panafricanisme et vive l'Afrique. Je vous remercie. Ibrahim Traoré vient d'exécuter Damiba. Ibrahim Traoré vient d'exécuter... Voilà. Vous, quand on parle, là, vous les morts de RHDP, là, vous croyez que non, vous pouvez faire la communication que nous... Non, ça c'est fini ça. La Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la communication là, ça ne peut plus aller. Les Burkina Faso ont monté le grade. Toi, ton président là, qui est assis là-bas, il a assassiné Ouattao. C'est lui qui a éliminé Ouattao. Ahmed Bakayoko. Gwen Koulibaly. Hein? La Grenade. Boka Yapi. Regarde le nombre de gens qu'il a assassiné, hein? Il a enlevé la vie. Boka Yapi. La rébellion en Côte d'Ivoire. Il y a combien de millions de... Il y a combien de personnes qui sont mortes à Diokoé? Combien de personnes qui sont mortes à Daloa? Combien de personnes qui ont tué à Bengrou? Il y a combien de personnes assassinées à Boaké? Tous ces millions de personnes qui sont mortes là, c'est à cause de Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui a... C'est parce que c'est lui qui a l'auteur. C'est lui qui a créé la rébellion. Est-ce que tu attends? Général Gueye qui est mort là, c'est Ado. Le charnier de Yopougon, il y a eu combien de morts? Même au zoo, entre le Colombie et au zoo, et Saint-Joseph de Gadiseli là, au milieu là-bas, là, c'était la forêt au Colombie là, il y a eu une charnier là-bas. Ils n'ont pas dit ça, non, on était là, ils étaient de plateau, ils connaissent. Des milliers de gens, même jusqu'à aujourd'hui, il a transformé plus de 20 millions de jeunes Ivoiriens aujourd'hui en Woubi. Les gens sont là, les pères de famille, leur cul est ouvert. Tu ne donnes pas ton cul, tu ne travailles pas. Tu ne donnes pas ton cul, tu ne peux pas devenir enseignant. Tu ne donnes pas ton cul, tu ne peux pas devenir gendarme. Ado a assassiné des milliers d'Ivoiriens, mais il est toujours là. Vous êtes derrière lui. Toi, le Gringalin, le Saint-Pagé, le Pinato, le Galgamel, là, qui est là, depuis que tu as commencé la communauté, qui est mince avec les dents dehors, tes crocs dehors, là, comme les crocs de cocotier, là, tu es toujours là. Nous, on a toujours dit, vous ne pouvez pas faire la communication avec les Burkinabés. À ce moment, les Burkinabés, c'est fini. Personne en Afrique, là, si tu sors, nous mal parler, on te rembourse en même temps directement. C'est les paix. Surtout, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Non. Vous ne pouvez plus nous défier. Parce que nous-mêmes, on connaît là-bas plus que vous-même. Est-ce que tu comprends? Ramé un maudit comme ça. Toi, ton président va assassiner tout un pays. Tu ne sais pas quel enfer qu'il attend. L'enfer qui attend lui là. Si on te monte un peu sur cette terre-là, tu ne vas jamais dire son nom. Macron, c'est Ado. C'est Ado. Ils ont livré le bon petit. Ils ont livré le bon petit à Ibrahim Traoré. Mais on est ça, mais je croyais avoir compris que vous étiez capable d'empêcher cela. Hein? Vous aviez quand même laissé entendre que vous aviez la main sur l'eau. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Alassane? Mais tu sais, Macron, tu es mon ami. J'ai pas d'amis. Ça perd l'hypopète. J'ai pas d'amis, moi. J'ai pas d'amis. Mais tu es mon ami, pardon, il faut me protéger parce que quand ça commence comme ça... J'ai pas d'amis. Je t'ai dit que j'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis. Wow! Actuellement là, si tu as un œuf cru, tu mets ça sous le nez de Ouattara comme ça cuit. Au nom de Dieu. Tu mets l'œuf ici, au bord de ses narines là. La température de l'air qui sort de ses narines, ça fout là. Il est fâché, fâché. Au point même qu'on peut, peut-être qu'il va faire une grève de la faim. Tellement il est fâché. C'est pas possible. Bon, donc, je voudrais ici saluer les autorités de la République togolaise pour leur courage et leur solidarité fraternelle envers les autorités du Burkina Faso. La République togolaise, dans cette affaire, a pris une bonne décision. On peut être critique du président togolais en raison de la crise politique à l'intérieur de son pays. Il faut quand même dire que là, arrêter Damiba et l'expulser vers le Burkina Faso, c'est une décision juste. Pourquoi est-ce qu'elle est juste? Parce que Damiba ne sert pas les intérêts du peuple burkinabé. C'est un agent militaire au service des intérêts du néocolonialisme français. C'est pour ça que son arrestation et son expulsion est juste. Damiba est un ennemi du peuple africain du Burkina Faso. Il est un ennemi de la souveraineté africaine. C'est pour ça qu'il est arrêté. Le fond du problème, c'est ça.
Il y a des gens qui disent, ah, lui, on l'a arrêté. Mais celui qui l'a arrêté, là, n'avait pas fait coup d'État comme lui. Hein? Lui aussi, il voulait faire coup d'État. Non. Il y a deux types de coups d'État, là. Il y a les coups d'État néocolonialistes qui sont faits pour les intérêts des puissances étrangères et les coups d'État révolutionnaires qui sont faits pour les intérêts des masses populaires. Ils n'ont pas fait la même chose. Hein. Les coups d'État marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. D'accord? Le coup d'État du 30 septembre 2022, qui a été donc perpétré par le MPSR2 du capitaine Ibrahim Traoré, était un coup d'État révolutionnaire au service des intérêts du peuple burkinabé. Et tout le monde voit très bien comment la vie du peuple burkinabé s'améliore au jour le jour. D'accord? Alors que le coup d'État de Paul-Henri Sandaogo Damiba, en janvier 2022, était un coup d'État fait au service d'intérêts extérieurs au Burkina Faso. Les intérêts de l'organisation inféodée de la CEDEAO, les intérêts du vassal du néocolonialisme français, Ouattara Draman, et les intérêts du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental. Voilà ce pourquoi Damiba, lui, a fait son coup d'État. Donc, il ne faut pas mélanger les torchons avec les serviettes. Il ne faut pas mélanger les enfants du bon Dieu avec les canards sauvages. Il ne faut pas mélanger le bon grain avec l'ivraie. Voilà. Donc, personne ne vient dire, ah, lui, pourquoi on l'a... Non, lui, ce qu'il fait, on l'a arrêté parce qu'il est contre nous, les Africains. S'il était pour l'Afrique, il serait avec son frère, le président Ibrahim Traoré, en train de réaliser la révolution au Burkina. C'est parce qu'il a trahi l'Afrique qu'il a été renversé, lui. Donc, ce n'était pas un coup d'État ouya ouya. Ce n'était pas un coup d'État ôte-toi de là que je m'y mette. Non. C'était un coup d'État au service des masses populaires burkinabés qui a été fait le 30 septembre 2022. Donc, il ne faut pas te lever là, je veux faire un coup d'État. Si tu veux faire un coup d'État pour livrer ton pays au FMI, à la Banque mondiale, livrer ton pays au capitalisme occidental, si c'est pour ça là, les Africains doivent te combattre. Et si tu continues à les combattre, ils doivent t'arrêter, te mettre en taule. Oui. Seuls les coups d'État révolutionnaires sont légitimes. Les coups d'État civils et les coups d'État néocolonialistes, on n'en veut pas. Et dès lors que les révolutionnaires sont au pouvoir, celui qui tente de faire un coup d'État est un ennemi de la révolution. Parce que qu'est-ce que Damiba pouvait faire de mieux? Qu'est-ce qu'il peut faire de mieux qu'Ibrahim Traoré? Il était au pouvoir pendant 8 mois, on a vu. On a vu son ventre prendre de l'ampleur, déborder son treillis. Au fur et à mesure qu'il ingurgitait force champagne et s'empiffrait dans l'argent public national. Il parle de quoi? Il a été président pour rien. C'est la pire des choses qu'il a fait dans sa vie. La seule mauvaise décision, je pense, la plus mauvaise décision que Paul-Henri Sandaogo Damiba ait jamais prise dans sa vie, ça a été d'être président du Faso. Il n'aurait pas dû. Il était une tâche dans l'espace, une tâche. Donc, vraiment, je salue la République togolaise. Je salue le président du Faso pour l'entente avec son frère, eh bien, Faure Gnassingbé, je les salue. Ils ont été formidables dans cette opération. Maintenant, il faut savoir que tout ça là, ça s'assume. Il faut qu'ils sachent que, en tout cas, je le dis pour le président Faure Gnassingbé, il faut qu'ils sachent que les néocolonialistes français ont son macabo. Ils ont son gros macabo comme ça. Il faut qu'ils sachent que Ouattara Draman a son macabo. Il a son gros macabo comme ça. Il faut qu'ils sachent que la CEDEAO a son macabo. Il a son gros macabo comme ça. Vraiment, si j'avais un conseil à lui donner, ce président, rejoignez l'AES. Quittez la CEDEAO, rejoignez l'AES. Quittez la CEDEAO, quittez le bloc néocolonialiste et rejoignez le bloc panafricaniste. Vous ne pouvez pas être avec nos ennemis et être pleinement avec nous. Non. Faites cet effort, allez vers la rupture. Parce que de toutes les façons, même si vous n'allez pas vers la rupture, eux là, votre peau est dans leur programme, matin, midi et soir. Il a livré notre bon petit soldat néocolonisé Damiba. Il va voir. Faure Gnassingbé va voir. Ils passent leur temps actuellement là, ils écrivent ça et puis ils s'appellent pour dire ça. Bon, je ne l'apprends pas aux autorités togolaises, je ne l'apprends pas au président Faure Gnassingbé. Il sait que les gens là, il les connaît mieux que moi. Donc, mais je le rappelle ici,
la clarification de la politique africaine, c'est qu'il faut choisir entre le néocolonialisme et le panafricanisme. On ne peut pas être des deux côtés. On ne peut pas être CEDEAO et AES. Impossible. Impossible. We are job. Wallahi billahi ta'ala. Tu ne peux pas être avec ceux qui sont contre nous et être avec nous. Et c'est ça qui est dangereux. Actuellement, il vaut mieux être dans son camp. Être clair, j'ai choisi tel camp. Et cette clarification est d'autant plus nécessaire que les néocolonialistes, ce sont des rancuniers notoires, des gros rancuniers. Les néocolonialistes ne pardonnent rien à personne, rien. Donc, quand tu as choisi de les affronter, assume. N'espère pas d'eux qu'ils te fassent un cadeau. Ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Ils sont mauvais. À bébot, bourba, bourba mama, comme on dit dans ma langue, le bassa. Betangi, on dit à Mandem du Cameroun. Ce sont des gens mauvais. Ils sont la mauvaiseté ontologiquement incarnée. Très mauvais. L'OTAN prétend aider les pays sahéliens à combattre les terroristes qu'elles ont pourtant armés, soutenus et financés depuis la Libye, afin qu'ils fassent régner un chaos permettant aux Occidentaux de maintenir leur emprise sur l'or, l'uranium, le diamant, le manganèse, le cobalt, le lithium, les richesses faramineuses de l'Afrique, à travers le prétexte l'alibi de la lutte antiterroriste. Oui, quand on exerce un petit recul dans l'histoire, il est absolument évident que l'armée malienne n'était que l'ombre d'elle-même. Alors, l'armée malienne d'hier, celle qu'on entraînait avec des fusils de bois et des tirs faits à la bouche, qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui? Venez voir à Bamako. Venez voir la parade de l'armée malienne, non pas avec du matériel militaire emprunté, comme on l'observe dans les armées néocolonisées alentour, c'est le cas par exemple de l'armée en Côte d'Ivoire. Venez voir la parade d'une armée qui a trouvé d'abord son mental, son moral, eh bien, d'armée au service du peuple. Une armée qui a retrouvé un équipement de qualité de ses forces terrestres, de ses forces aériennes, de ses forces maritimes, de ses forces spéciales et de ses services de renseignement généraux. Venez voir l'une des armées les plus redoutables de l'Afrique d'expression dite francophone que l'on puisse trouver actuellement sur la terre humaine. La grande question, c'est comment cette transformation positive de l'armée malienne a-t-elle été possible? Quels sont les gestes architecturaux que le président Assimi Goïta et ses compagnons du Malikoura, ses compagnons du Conseil national de transition ont posés pour nous donner à voir une véritable armée patriotique? Eh bien, le sens et la grandeur de l'armée malienne aujourd'hui sont basés sur 3 axes principaux. Premier axe, le président Assimi Goïta et ses compagnons ont redéfini la nature de l'ennemi. On ne peut pas redresser une armée si on n'a pas une doctrine qui identifie quelles sont les menaces contre la sécurité, la paix et l'intégrité du pays. Le premier travail que le président Assimi Goïta et ses compagnons ont fait, c'est un travail d'élucidation, de compréhension de la nature réelle, et bien de la déstabilisation qui était en cours. Car l'armée malienne s'effondrait parce qu'elle était dirigée par des menteurs. L'armée malienne s'effondrait parce qu'elle était dirigée par des lâches. Elle était dirigée par des hypocrites. Elle était dirigée par des profito-situationnistes. Elle était dirigée par des flagorneurs, des vassaux, des reptiliens. Alors, lorsque le président Assimi Goïta et ses compagnons font ce travail d'analyse, ce travail d'élucidation, d'explicitation et de compréhension, ils découvrent qu'en réalité, l'armée malienne a été fragilisée par le néocolonialisme français, par l'impérialisme occidental et moyen-oriental,
avec leurs agents internes à l'intérieur de la société malienne afin que les richesses faramineuses du Mali continuent d'être pillées par les néocolonialistes français, les impérialistes occidentaux et moyen-orientaux, et que le peuple malien continue d'être présenté comme un pays pauvre très endetté, comme un pays dépendant de l'aide française au développement, un pays dépendant de la pitié occidentale pour que le Mali continue à être néantisé. Il découvre que la destruction de la Libye par l'OTAN n'était pas un geste innocent, ce n'était pas un geste anodin. Il découvre que la destruction de la Libye par l'OTAN faisait partie d'un vaste plan de déstabilisation totale du continent africain. Et que cette déstabilisation est une application de la doctrine de l'ordre par le chaos, de la guerre préventive, preventive war, la doctrine fondamentale par laquelle l'Occident domine la planète, notamment depuis la création au début des années 50, de son organisation militaro-politique principale, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Ainsi, le président Assimi Goïta et ses compagnons comprennent que ceux-là même qui disent vouloir aider le Mali à combattre le terrorisme sont ceux qui ont créé les organisations terroristes, que ce sont eux qui arment les organisations terroristes, ce sont eux qui financent les organisations terroristes, ce sont eux qui médiatisent les organisations terroristes. Par conséquent, le président Assimi Goïta et ses compagnons comprennent qu'il va falloir se séparer tactiquement et stratégiquement de toutes les forces impérialistes néocolonialistes qui sont en réalité les véritables parrains du terrorisme international et de la dérive, instrumentalisant la belle religion musulmane pour en réalité atteindre les objectifs des capitalistes. Ça, c'est ce que j'appelle la politique de vérité. Premier axe qui fait la grandeur du Mali. L'armée malienne a commencé à se redresser quand elle a été dirigée par des hommes véridiques. Par des hommes qui ont le courage de la vérité que les Grecs appellent dans la langue philosophique la parrhésia. Le philosophe français Michel Foucault a fait des travaux très sérieux sur cette notion, la parrhésia, qui signifie le courage de la vérité. Il ne suffit pas de connaître la vérité, encore faut-il être capable de l'assumer et de la dire. Beaucoup connaissent la vérité, très peu l'assument, très peu la disent. Ils n'ont donc pas cette chose qu'on appelle la parrhésia, c'est-à-dire le courage de la vérité. Dans ma langue maternelle, le Bassa Bantou, le courage de la vérité, on le dit, eh bien, l'ikalmbale. La force de dire la vérité, l'ikalmbale. Wehambale, l'amour de la vérité. Et ça, c'est une grande leçon du Mali à l'Afrique. Faisons tout pour être dirigés par des gens qui aiment la vérité. Faisons tout pour être dirigés par des gens qui nous disent la vérité. Faisons tout pour nous diriger, pour être dirigés par des gens qui ont le courage d'exprimer ce qui est, tel que cela est. Faisons tout pour que des lâches ne nous dirigent pas, des hypocrites ne nous dirigent pas, des menteurs ne nous dirigent pas. Faisons tout pour que des flatteurs ne nous dirigent pas. Parce que si nous n'avons pas, dans tous nos pays africains, des dirigeants qui ont le courage de la vérité, nous serons condamnés à vivre dans des systèmes politiques erronés. Deuxième geste qui explique la grandeur de l'armée malienne, c'est la mise en application d'une doctrine en 3 points. La trilogie de la révolution malienne. Vous la connaissez, premièrement, désormais. Faire de la politique au Mali, dit le président Assimi Goïta et ses compagnons, ce sera défendre la souveraineté du Mali. Toute la politique malienne est placée sous l'axe de la souveraineté, c'est-à-dire faire que les décisions les plus importantes concernant le Mali se prennent au Mali. Deuxième axe de cette politique, de cette trilogie fondamentale, la liberté de partenariat stratégique. C'est-à-dire décider que le Mali va coopérer avec ceux qui l'arrangent et il ne coopérera pas avec ceux qui le dérangent. Et que le Mali désormais choisira ses partenaires non pas en fonction des intérêts de la puissance néocolonialiste française, des puissances néocolonialistes et impérialistes occidentales,
mais en fonction des intérêts du peuple malien. Et voilà comment est opérée une rupture sur le plan de la coopération militaire, sur le plan de la coopération géopolitique et géostratégique, envers l'ensemble des forces armées issues de l'OTAN. Et la redéfinition d'alliances géopolitiques et géostratégiques avec les forces armées des pays du monde multipolaire, les forces armées des grands pays du Sud global, comme la Fédération de Russie, la République populaire de Chine, eh bien, la Turquie, l'Iran, les pays qui affirment leur droit à la souveraineté. Et puis, troisième élément de cette politique, cette trilogie fondamentale assimi-goïtienne, eh bien, la défense des intérêts vitaux du peuple malien. C'est-à-dire que toute action politique ne peut être arbitrée comme bonne que si elle correspond aux intérêts des Maliens. Si une action sur l'or permet que le Mali devienne davantage propriétaire de son or, elle est bonne. Si une action, eh bien, sur le coton permet que le Mali gagne davantage et redistribue davantage de sa richesse cotonnière, c'est une action bonne. L'intérêt vital du peuple. Donc, à partir de cette doctrine de la trilogie, on assiste donc à une révolution politique au Mali. Car c'est exactement le contraire des principes qui ont conduit le Mali à la déchéance. Ces 20-30 dernières années, c'est l'inversion, eh bien, l'antinomie de ces principes qui redresse le Mali. Et puis, il y a un troisième élément extrêmement important qui explique la grandeur de l'armée malienne aujourd'hui, c'est la fédération des forces avec les deux autres pays frères du Sahel, que sont donc le Burkina Faso et le Niger, avec lesquels le président Assimi Goïta, eh bien, et ses compagnons vont créer une force unifiée sahélienne, qui est aujourd'hui la plus importante force multinationale en opération sur le continent. La force unifiée de l'AES est l'une des raisons de la force de l'armée malienne. Car cette armée désormais, avec l'armée burkinabé et avec l'armée nigérienne, se projette dans un espace